خب من رسیدم. یعنی یک کلاب دیله رسما دیگه. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Farouk Jebal, parce que j'en connais quand même pas mal ici. Je suis consultant en cybersécurité, en gouvernance de la cybersécurité et expert en protection des données personnelles, notamment le RGPD. J'ai deux sociétés, Animal Cyberdéfense, qui fait la gouvernance de la cybersécurité, et Amina, qui est une start-up dédiée à la conformité de tout type d'organisation pour sa conformité RGPD, on accompagne la start-up au grand groupe, et on propose tous les produits et services nécessaires pour se mettre en conformité vis-à-vis du RGPD. Les entrepreneurs issus de la diversité. L'objectif de Sila Invest est simple, c'est de démocratiser l'investissement en start-up. C'est ce qu'il faut retenir. Et briser deux barrières. Parce que je pense que qui des freelances pendant un moment, on gagne de l'argent, on en fait. En fait, ça brise deux barrières. Parce que quand on veut investir dans des startups, on pense qu'il faut avoir des centaines de milliers d'euros pour investir, pour être un fonds d'investissement, etc. Et en fait, Sila Invest permet d'investir des 1000 euros dans des startups qui sont innovantes. Les deux barrières financières, on peut, à travers ASPD, mais Suat, le fondateur de Sila Invest, on parlera un petit peu après lors de sa présentation, permet d'investir, de réunir tout un groupe de personnes qui investissent à partir de 1000 euros dans une startup. Et la barrière de compétences. Souvent, quand on veut investir dans une startup, on se dit quels sont les critères qui vont permettre de se dire si, en gros, je mets un ticket sur le bon cheval. Et il faut savoir que Sila Invest fait ce travail de due diligence, etc., et vous présente les meilleures startups issues de la communauté pour investir dedans. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que s'est fixé Sila Invest. Après vous avoir dit ça, je vais vous donner quelques chiffres. Sila Invest, c'est plus de 5 millions d'euros investis dans une quinzaine de startups. On va vous en présenter quelques-unes. Celui-là va vous présenter un peu la dizaine de startups dans laquelle on a investi. C'est près de 1300 investisseurs aujourd'hui. Quand j'ai intégré le club d'investisseurs il y a un peu plus de 2 ans, on était 200 de mémoire. Aujourd'hui, plus de 1300 personnes sont investisseurs au sein du club. L'objectif, on a une ambition, c'est d'être 10 000 en 2030. C'est aussi pour la raison pour laquelle ce soir on est là, c'est pour vous présenter Sila Invest et voir s'il y a un intérêt pour vous, justement, de venir en tant qu'investisseur au sein de Sila Invest. On est à peu près à 7-8 millions d'actifs gérés en portefeuille. Et donc, ce soir, on a aussi la chance d'avoir avec nous Suat, qui est le fondateur de Sila Invest, qui vient de Lyon. Et donc, je vais lui laisser la parole, parce qu'en fait, il va vous expliquer un peu comment on sélectionne, comment on analyse les startups qu'on sélectionne dans le catalogue de Sila Invest. Et il va vous présenter justement les conseils qui nous permettent de déterminer comment on peut investir dans une startup. Les 4 grands tips pour justement investir dans une startup qui est capable de faire même fois 100, parce qu'il faut savoir que l'investissement en startup, c'est le plus risqué, vous pouvez tout perdre. Par contre, quand vous allez miser sur le bon cheval, vous pouvez faire un multiple assez élevé. Je vais m'arrêter là sur ma présentation parce que Suat va reprendre un peu ces éléments. Il y a, à la fin de l'intervention de Suat, on va vous présenter aussi une start-up dans laquelle ceux qui souhaitent adhérer au club peuvent investir. Et on terminera avec un networking à la fin, justement, pour toutes les questions que vous avez, peut-être des retours d'expérience sur les startups dans lesquelles moi j'ai investi par le biais de Sila Invest. Puis on va parler un peu de mécanismes fiscaux, parce que j'investis à la fois à titre personnel, mais aussi avec l'une de mes sociétés. Et donc il y a des mécanismes intéressants sur la fiscalité également. Suat, je vais te laisser la parole. Et, merci à toutes et tous. Merci. Alors, il y a pas mal de monde debout, je vous propose de peut-être vous asseoir, sauf si vous voulez rester debout, après ça... J'ai pas l'impression que la coupe passe assise. On peut peut-être trouver... il y a pas mal de chaises étagères, quoi. D'être aujourd'hui à Lille, je suis venu beaucoup de fois, aussi bien perso que pro.
Mais aujourd'hui, dans ce cadre-là, dans cet événement-là, c'est la première avec l'IT Business Club. Donc, merci à vous pour l'accueil, merci à vous pour l'organisation de l'événement, merci Farouk aussi pour tout le travail réalisé, qui est notre ambassadeur du coup à Lille. Moi, c'est soit Biosu. Petite question là pour commencer, qui connaît Sylvain-Fest? On me permet de savoir un petit peu. Ok. Bon, bah, j'ai bien fait le déplacement, alors il y a beaucoup de monde qui vont apprendre à connaître Sylvain-Fest. Donc moi je m'appelle Swat Biosu, j'ai un parcours en droit où j'ai intégré tout ce qui a été start-up en 2016 où on parlait de l'ubérisation de la société. Est-ce que vous avez connu, vous êtes dans l'IT, je pense que vous avez tous et toutes connu cette période d'ubérisation de la société où on voyait de plus en plus d'entrepreneurs qui venaient complètement chambouler nos manières de consommer, nos manières d'agir au quotidien, commander un taxi via son téléphone, commander une chambre d'hôtel via son téléphone, et ainsi de suite. On a eu des entrepreneurs qui, de plus en plus, venaient vraiment chambouler notre manière de consommer au quotidien. Et moi, j'ai intégré cet écosystème-là de l'intérieur, de par mes études au départ et ensuite mes activités professionnelles. Et je tombe dans un environnement que je trouve magnifique parce que je vois vraiment des entrepreneurs qui innovent et qui vraiment changent le monde. Alors parfois positivement, mais aussi malheureusement parfois négativement. Et dans ce monde-là, que maintenant je côtoie depuis 10 ans, et désolé de le dire de manière aussi crue, c'est beaucoup des Jean-Paul, Kevin, etc. Et moi, soit je suis issu de la diversité, issu des quartiers, je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas un Mohamed ou un Ibrahim qui participe aussi à créer des innovations de demain. Et là, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose et qu'on puisse accompagner ces entrepreneurs-là. D'où la création de Sylvain-Fest qui a deux visions. Une première vision qui est forte, justement, qui est d'accompagner ces entrepreneurs de la diversité à créer les innovations de demain, de leur donner les moyens, de leur donner les connaissances, de leur donner le réseau nécessaire pour faire en sorte que ces personnes-là aussi soient de ceux qui créent les innovations de demain. Donc là, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup d'interventions, beaucoup de mises en relation. On a fait beaucoup de choses pour les accompagner. Et franchement, ça fait 3 années que j'ai passées qui étaient exceptionnelles, où on a fait un gros travail de sensibilisation et d'accompagnement des entrepreneurs issus de la diversité, issus des quartiers, qui commençaient petit à petit à innover dans le médical, dans l'alimentaire, dans le textile, dans le transport, etc. Mais maintenant, il y a une autre réalité aussi qui est réelle, c'est que quand on veut innover, il faut de l'argent. Alors, il y a des startups qui arrivent, des entreprises innovantes qui arrivent sans forcément aller chercher des financements. Mais il y a une réalité, c'est que si on veut innover et créer de grosses innovations, il faut de l'argent. Et ce qui s'est passé, il y a un phénomène qui est assez intéressant qui s'est passé, c'est que moi j'accompagnais des entrepreneurs de la diversité. Et d'un autre côté, j'étais contacté de plus en plus par des personnes issues de la diversité en me disant soit écoute, moi, je gagne bien ma vie. Aujourd'hui, je suis consultant IT, je suis médecin, je suis pharmacien, je suis cadre de telle boîte, etc. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que depuis le début, depuis 2016, j'avais cette habitude-là de communiquer sur les réseaux sociaux mon travail. Et j'ai 1, 2, 3, 10 personnes qui m'ont appelé pour me dire soit je gagne bien ma vie, si un jour ces startups-là ont besoin d'argent, je serais prêt à investir. Et là, moi, je me dis, là, il y a quelque chose à faire. De là, je crée Sylvain-Fest. SCLA pour les arabophones, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque événement que je le fais, je pose cette question. Une personne qui C'est une relation. Ouais, mais c'est ça. Ouais, tu dis. Ça vient de celui là peut-être. C'est quoi? La relation, c'est ça, ouais, c'est Oui. ça. Mais il y a un mot. Tu sais quoi? Le lien. C'est là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me trompe, c'est un ça ou un da. C'est là qui veut dire le lien, créer le lien. En fait, j'ai voulu créer le lien entre les entrepreneurs de la diversité et les investisseurs de la diversité. Et quand je mets ça en place, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et ça, c'était il y a 4 ans. Et je suis très content de pouvoir vous dire que 4 ans plus tard, on a passé la barre des 1300 investisseurs et bientôt des 1400 investisseurs. Et surtout, que ce n'est pas entre guillemets du blabla, c'est que c'est maintenant aujourd'hui 6 millions et bientôt 7 millions d'euros qui ont été levés et investis
dans une dizaine de startups. Donc il y a un impact vraiment, et là on est très content, et nos investisseurs, c'est des salariés, c'est des dirigeants d'entreprise, c'est des professions libérales, et les 3/4 de nos investisseurs, ce sont des consultants IT. Ça, c'est un monde que j'ai découvert grâce à Sierra Invest, consultants IT, TJM, et à temps plein dans une boîte, dans le groupe. J'ai vu que, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais moi je trouve que ça gagne très très vite. Donc les 3/4 de nos investisseurs, ce sont des consultants IT qui viennent justement soutenir là, surtout qu'ils sont dans l'IT, donc ils comprennent un peu l'innovation, la technologie, etc. Donc ils vont venir soutenir et investir. Donc on est à plus de 6 millions aujourd'hui, 5 millions investis, et il y a 2 millions qui sont en cours de levée. Et du coup, on arriverait à la fin de l'année entre 7 à 8 millions d'euros investis en espace de temps. Alors typiquement, pour vous donner un peu des exemples, tu montes, je te dérange pas. Pour vous donner quelques exemples des boîtes chez qui on a investi, la toute première boîte chez qui on a investi, je pense que vous la connaissez peut-être tous ici. À votre avis, c'est laquelle? Qui connaît Naali ici? Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'on a participé à financer Naali dès le début, et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus connus que Sila Invest. C'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, il y a une opportunité, ce sera la deuxième partie de l'événement. Naali est aujourd'hui à nouveau en levée de fonds, sur une dernière opportunité ouverte aux particuliers. Après, ce sera que les fonds d'investissement, et je vous en parlerai juste après pour les personnes intéressées. Mais Naali, c'est la première boîte chez qui on a investi en 2023. On a investi 250 000 euros. En 2023, ils font 300 000 euros de chiffre d'affaires. En 2024, ils font combien à votre avis? Je vous pose la question. 1 million 600. Un dernier? 1 800. Alors c'est vous? Ouais. Deuxième année, ils font 5 millions. Troisième année, ils font, allez, encore 13,7 millions. 200 000 clients. Et leur produit phare Serenity vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et ce qui est intéressant avec Naali, Sur le marché français? beaucoup français, mais européens aussi. Et Naali, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est 4 associés de la diversité qui ne se rémunèrent pas, et aujourd'hui, c'est une boîte de 50 collaborateurs, 50 salariés. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui a un impact positif au sein de la société. Ils viennent commercialiser le safran à base de gummies pour un anti-stress naturel sans accoutumance. Aujourd'hui, la France et les pays européens sont des gros consommateurs d'antidépresseurs chimiques qui créent l'indépendance. Et là, ils développent une alternative naturelle sans accoutumance qui a été vendue à plusieurs millions d'exemplaires, avec 200 000 clients. Ils ont lancé, je vous en parlerai après, l'abonnement, donc la possibilité de s'abonner en termes de cure. Ils ont lancé ça fin 2025, en décembre 2025, ils ont 12 000 abonnements. Oui, c'est juste incroyable. Ensuite, on a Punto, chez qui on a investi, qui intègre la pratique du sport pour les personnes à mobilité réduite ou atteintes de grosses pathologies. Aujourd'hui, ils ont commencé en vendant des abonnements pour les personnes à mobilité réduite et des abonnements qui étaient payés par des grosses mutuelles ou des boîtes du CAC 40. Ils ont signé toutes les boîtes du CAC 40. Et aujourd'hui, ils signent des contrats à plus de 200-250 000 euros avec l'industrie pharmaceutique pour intégrer la pratique du sport dans le parcours de soins pour les personnes atteintes de nombre de pathologies. Si j'en cite un dernier, Foodsoon, chez qui on a mis 1 million d'euros, c'est une IA prédictive qui permet aux restaurants de prédire le nombre de clients qui vont venir manger dans leur restaurant à la journée, et en plus de ça, de prédire ce qu'ils vont manger, pour générer ensuite automatiquement des bons de commande auprès du fournisseur pour commander les quantités de nourriture nécessaires. En termes de réduction de gaspillage alimentaire, ce qu'ils ont fait, c'est juste incroyable. Quand on voit les résultats des restaurants, mais aussi des cantines collectives avec qui ils bossent, la réduction du gaspillage alimentaire est juste incroyable. Et du coup, le niveau d'économie pour un restaurant, il est juste incroyable aussi. Donc, c'est des boîtes chez qui on investit, qui ont aussi bien un impact au niveau business, avec des résultats hyper intéressants, mais aussi un impact positif dans la valeur ajoutée qu'ils vont avoir sur leur marché. Je pourrais toutes vous les citer, mais là, au final, on resterait 1h30 ensemble. Mais vous pouvez aller voir les boîtes un peu ce qu'on fait. Paramédic, en 2 mots, le fondateur, avant de lancer Paramédic, il crée une boîte en 2012 et il la revend en 2015, 60 millions d'euros. Cette boîte, c'est Trustmatch. Il m'a dit, j'ai rien compris à ma vie. Il était étudiant en 2012.
3 ans plus tard, il revend sa boîte, il était encore étudiant, il m'a dit je suis passé de pauvre étudiant à petit millionnaire. Il m'a dit bon, l'État français est passé, ils ont une bonne partie. Et, mais bon, il m'a dit j'ai acheté une maison à ma mère, il s'est acheté sa maison, etc. Et sa boîte, c'est Trustmatch. Vous savez, l'algorithme qui fait évoluer le prix des hôtels en fonction d'événements extérieurs sur Booking, eh ben, c'est quelqu'un chez nous, c'est quelqu'un de la diversité, qui s'appelle Khaled El Gaïchi, qui a créé ça quand il était étudiant. Et là, ce qui me fait rire, c'est que Booking, il m'envoie souvent des mails pour me dire grâce à Pressmatch, vous pouvez avoir l'évolution de vos prix. Et là, c'est un petit jeune, Khaled El Gaïchi, qui avait créé ça. Alors, je vais vous parler d'investissement en start-up et aujourd'hui, on va parler de millions d'euros. Là, je vais vous faire un atelier juste après ça sur comprendre les mécanismes pour aller vous permettre de choisir les boîtes qui vont aller faire croissance. Aujourd'hui, quand on parle d'investissement en start-up, il y a une certaine réalité. La réalité, c'est celle-ci. Je vais vous la dire tout de suite. C'est que l'investissement en start-up, c'est le plus rentable des 10 dernières années. Plusieurs études de gros cabinets à chaque fois mettent en avant et en exergue que l'investissement en start-up est le plus rentable des 10 dernières années. Pourquoi? Parce que sur cette classe d'actifs-là, on peut faire des fois 100, on peut faire des fois 1000. Je pense que vous avez tous vu des articles passer. Google a racheté 365 millions d'euros telle start-up. eBay a racheté 556 millions, etc., etc. Twitter a été racheté, je ne sais pas combien de milliards d'euros par Elon Musk, etc. C'est une réalité. Dans l'écosystème startup, on peut avoir des rachats à plusieurs centaines, voire des milliards d'euros, ce qu'on appelle des licornes. Dans l'industrie pharma, ils rachètent très souvent des boîtes à 1, 2, 3, 5 milliards d'euros. Et au final, c'est une réalité. Et quand il y a des investisseurs qui sont rentrés au début, au démarrage de ces activités-là, et que plus tard, elles sont revendues 500 millions, etc., quand vous faites des multiples, des fois 100, des fois 1000, parfois fois 10 000, et du coup, ça devient une classe d'actifs qui est ultra rentable. Mais qui dit très grosse rentabilité, dit aussi beaucoup de risques. La réalité, c'est que sur 10 boîtes, combien vous mourrez? Je vais vous poser. Moi, j'aime bien être interactif si ça vous convient. Sur 10 boîtes, combien vous mourrez? 7, 8, ouais. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'à minima, peut-être 7 boîtes vont mourir. Moi, je préfère vous dire, sur ce que je vous ai présenté là, il y en a la moitié qui vont mourir, c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des bonnes pratiques d'investissement et c'est important de vous investir sur le sujet. Aujourd'hui, c'est certes la classe d'actifs la plus rentable, mais c'est aussi du coup la plus risquée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être capable de diversifier son portefeuille. Ne surtout pas investir la totalité de l'argent qu'on va investir sur une seule startup. Ne surtout pas faire ça. Même si c'est la meilleure startup, même si c'est la startup du siècle, même si c'est Elon Musk qui vient, même si c'est le meilleur des entrepreneurs, ne surtout pas faire ça. Pourquoi? On est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'un Covid, d'une troisième guerre mondiale, d'une brouille entre associés. Ça arrive souvent. Tout va bien, la boîte fonctionne super bien, brouille entre associés qui vient tomber la boîte. On n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, donc toujours diversifier. Et ce qu'on dit généralement, c'est bien d'avoir à minima un portefeuille peut-être de 5, 6, 7, 10 boîtes. Et en fait, sur ces 10 boîtes-là, il y a une bonne partie qui vont mourir, mais l'objectif, c'est d'aller chercher dans son portefeuille la startup qui va faire croître. Et imaginez, nous, donc chez Sila Invest, le minimum, c'est 1 000 euros. Sur la grande majorité des dossiers, c'est 1 000 euros. Certains dossiers, c'est 5 000 euros minimum d'investissement. Mais imaginez, vous mettez 1 000 euros dans 10 startups, il y en a 9 qui meurent, vous perdez 9 000 euros, mais il y en a une qui fait x100. Vous récupérez combien? 100 000 euros. Donc vous voyez un peu l'échelle de grandeur sur comment il faut pouvoir travailler. Peut-être qu'il y en a une qui va faire x10, 50. Peut-être qu'il y en a 2 qui vont faire x5 et une x15 et le reste qui vont mourir. Mais ce qui est important, c'est de diversifier son portefeuille et pas tout mettre sur une seule et même startup. Après, il faut garder à l'esprit aussi, sur cette classe d'actifs-là, c'est qu'il ne faut pas investir l'argent qui est nécessaire à court terme. C'est une classe d'actifs qu'on appelle illiquide et qui est plutôt long terme. C'est de l'argent qu'il faut mettre et laisser dormir. Ça, c'est du 5 à 7 ans. Et du coup, il ne faut pas mettre l'argent qu'on aurait besoin à court terme sur cette classe d'actifs-là. Et également, quand on a investi, on ne peut pas récupérer son argent quand on veut. Pas m'appeler pour dire soit j'aimerais bien récupérer mon argent, non, il faut attendre un événement de liquidité. Au final, c'est comme tout. Vous achetez une voiture pour la revendre, s'il n'y a pas d'acheteur en face, vous ne la revendez pas. Mais elle a une valeur, cette voiture-là. Elle peut prendre de la valeur comme elle peut en perdre. Et tant qu'elle ne l'a pas
été revendu, eh ben, c'est que de la valeur théorique. Les startups, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, il faut attendre un événement de liquidité, quelqu'un qui est prêt à racheter vos parts sur une valeur donnée pour pouvoir récupérer votre argent. Alors, concrètement, l'investissement en startup, comment ça fonctionne? De manière très pratico-pratique. C'est un exemple que j'aime bien donner parce qu'il est très simple. Prenons l'exemple d'un gâteau. Ici, c'est un gâteau qui est valorisé à 1 million d'euros. C'est un très bon gâteau, il a une valeur de 1 million d'euros. Dans l'investissement startup, on parle de valeur, on parle de la valeur de la valeur de base. C'est un gâteau ici qui vaut 1 million d'euros. La personne qui développe ce gâteau-là, elle a besoin d'argent pour pouvoir l'améliorer, améliorer la recette, le vendre, le commercialiser, améliorer la stratégie de communication, embaucher des commerciaux, etc. Du coup, elle veut lever des fonds. Parce qu'elle va faire, elle va diviser son gâteau en plusieurs parts. J'ai pris cet exemple volontairement. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on parle vraiment de parts. Pour celles et ceux qui ont ici des sociétés, on a des parts ou des actions de sa boîte, mais on parle vraiment de parts. Et du coup, on va diviser sa société en nombre de parts en fonction d'une valeur, et c'est ces parts-là qu'on va vendre à d'autres personnes. Ici, j'ai fait simple, on a divisé le gâteau en 4 parts, donc une part vaut 250 000 euros. On est d'accord avec une valeur de 1 million. Si on divise 1 million en 4, ça fait qu'une part vaut 250 000 euros. Là, l'idée, c'est de dire, cette part-là, 250 000 euros, je vais la vendre. Je vais la vendre à un investisseur ou à plusieurs investisseurs qui vont prendre, peut-être un qui va prendre 50 000, l'autre 10 000, et ainsi de suite, pour atteindre 250 000 euros. Ok? Donc là, l'entrepreneur, lui, il lui reste les 3 quarts de la boîte et un quart qui la donnait des actionnaires, des investisseurs qu'on nous parle là-bas. À partir de là, il y a 2 scénarios possibles. Soit l'entrepreneur, il est super bon, il arrive à atteindre ses objectifs, il arrive à dire ce qu'il a fait, il améliore sensiblement sa recette, il arrive à signer des contrats de distribution hyper intéressants avec des gros distributeurs, etc., pour faire en sorte que 5 ans plus tard, la boîte a pris la valeur et qu'elle a fait x10. Il y a un ligne qui s'ouvre. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Soit suivez-moi, je donne beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, pas mal d'infographies, etc. Donc, l'entrepreneur cartonne, ça marche super bien, il y a une grosse hype autour du gâteau, etc. Et là, la valeur du gâteau, qui était au départ de 1 million, passe à 10 millions d'euros. Au final, mécaniquement, si la valeur globale de la société est passée de 1 à 10 millions, les parts de la boîte, la part des actionnaires à 250 000, passe de 250 000 à 2 500 000. Et ça, c'est des choses qu'on voit très souvent. Donc là, on voit le multiple, le x10, il est hyper intéressant. Quelqu'un qui a mis 250 000 au début et qui a une valeur après de 2 500 000, c'est hyper intéressant. Mais il y a une autre réalité, c'est que potentiellement, il se peut aussi que le fondateur, eh ben, au final, ça ne marche pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à améliorer le gâteau, il n'arrive pas à le vendre, etc. Là, la boîte perd toute sa valeur et au final, elle tombe à zéro et du coup, les parts mécaniquement passent aussi à zéro. Quelqu'un qui avait mis 250 000 ici, et ben, au final, repart avec 0 € dans la poche. Parce que ici, c'est pas du prêt. C'est pas je te rembourse. Non. C'est la valeur, soit elle augmente et tes parts prennent de la valeur, ou soit la valeur diminue et tes parts ont perdu de la valeur. Et du coup, si la boîte meurt, liquidation judiciaire, tu as perdu la totalité. Donc là, j'essaie vraiment de vulgariser au maximum comment fonctionne l'investissement en start-up. Et si on veut faire un exit à ce moment-là, je suis dans un vraiment petit vidéo et j'ai envie de sortir. Et ben, c'est ce qu'on va justement évoquer maintenant. C'est exactement ce qu'on va évoquer. Mais du coup, lorsque la boîte va prendre de la valeur, si on veut pouvoir transformer ça en argent liquide disponible, il faut un événement de liquidité, ce que je disais en introduction. Ces événements de liquidité, ils sont au nombre de 3. Il y en a 2 qu'on voit très souvent et un 3e qu'on voit plutôt très peu. Ces scénarios de liquidité, qu'est-ce que c'est? Généralement, une boîte ne réussit pas avec une seule levée de fonds. Généralement, le parcours d'une start-up, c'est une succession de levées de fonds. Ce qu'on appelle les phases pré-seed, seed, série A, série B, série C, série D, série E. Et en fait, à chacune de ces séries, j'entrerai dans le détail juste après, à chacune de ces séries,
eh ben, il peut y avoir un moment où un acteur rentre et dise bah, moi je veux avoir plus de parts de gâteau, donc je veux racheter les parts de ceux qui sont rentrés au début. Et généralement, c'est les fonds d'investissement qui à un moment donné rentrent et disent nous on va avoir plus de parts de gâteau, donc ceux qui sont rentrés au début, on veut racheter leurs parts. Et là, il faut se mettre d'accord sur la valorisation. Premier événement de liquidité où vous pouvez ressortir, et c'est généralement l'événement majoritaire sur lequel on sort. Deuxième scénario possible, c'est le rachat complet de la boîte. À un moment donné, la boîte marche super bien. Il y a un grand groupe qui va venir et qui va faire une proposition de rachat et qui va racheter toute la boîte. Et bien là, au final, tout le monde sort, toutes les parts sont rachetées, événement à liquidité, vous récupérez votre argent sur la valeur. Et il faut que initialement l'entrepreneur qui possède la majorité vende. Voilà, Si lui ne veut pas vendre, s'il ne veut pas vendre, il ne vend pas. Après, généralement, dans le pacte d'actionnaires, des fois, on va signer des trucs. S'il y a une offre d'achat de plus de 70% de la boîte, tout le monde est obligé de vendre. Voilà. Et troisième scénario possible qui existe, mais qu'on voit très peu, c'est les fondateurs eux-mêmes qui rachètent les parts de la boîte. Généralement, c'est des boîtes qui génèrent énormément de cash et de revenus, qui n'ont pas un gros besoin en fonds de roulement, et qui vont dire, bah, tiens, on a beaucoup de cash, on va racheter les parts des investisseurs pour récupérer 100% de la boîte. C'est un scénario qui existe, qu'on voit très très peu. Un quatrième scénario qui existe, mais qui n'est pas la vocation de notre activité, c'est la distribution de dividendes à un moment donné, où la boîte, elle tourne toute seule et elle distribue des dividendes. Mais en fait, il y a un élément important, c'est qu'à un moment donné, même si vous voulez rester, eh ben, le fonds d'investissement, il va venir avec une enveloppe suffisamment élevée, tellement élevée qu'on ne pourra pas rester, on ne pourra pas suivre. Ils vont racheter nos parts et il faudra sortir. Et en fait, cet atelier, il se nomme les 4 clés pour investir dans une startup qui fait x100. Moi, ce qui m'intéresse quand on investit dans une startup, c'est d'aller chercher un x100. Je ne veux pas un x2, je veux pas un x3. On nous a déjà proposé des x2, des x3. Il y a une boîte qui nous a proposé un x2 en même pas un an. C'est-à-dire qu'on avait mis 5 000 € au départ et nous proposait de racheter à 13 000 € nos parts en même pas un an. Mais on a refusé parce qu'on voulait rester pour aller encore plus loin. Et en fait, quand on veut faire le x100, ce qui est hyper important, c'est la valorisation à laquelle vous allez rentrer au démarrage de votre activité, de la startup. Parce que si la valo, là, on ne voit pas très bien, je ne sais pas pourquoi il y a un effet. Mais en gros, c'est écrit Love Money Pre-Seed, c'est la toute première levée de fonds pour un investisseur. C'est au moment où il développe un peu son product market fit, son MVP, pour tester un peu le marché. Là, il faut que la valorisation soit entre 1 et 5 millions. Si là, déjà, sur la toute première levée de fonds, vous êtes au-delà de 5 millions ou au-delà de 10 millions, là, ça va être très compliqué d'aller chercher votre croissance. Il peut même y arriver des situations où vous allez perdre de la valeur parce que la valorisation au démarrage a été déconnectée de la réalité. Et du coup, en fait, là, ici, généralement, la phase pré-seed et la phase seed, c'est des phases où c'est plutôt des business angels, c'est des particuliers qui rentrent. C'est nous qui rentrons ici. À partir de la série A et surtout BC, c'est des fonds d'investissement qui rentrent. Et eux, sur les fonds d'investissement, ils sont très durs sur les valorisations. Ils vont venir casser les valorisations. Ils vont être très durs en négociation. Et du coup, si vous êtes rentré sur des valeurs déconnantes ici, il y a de forts risques que sur des séries suivantes, le fonds vienne casser la valorisation et qu'en fait, au lieu de prendre de la valeur, vous allez perdre de la valeur. Et moi, j'ai vu des dossiers, des fois, c'est incroyable. En fait, les particuliers ne s'y connaissent pas. L'entrepreneur va vendre le truc, il va dire ça vaut 50 millions. Ok, bah, si tu me dis, en plus, tu le pitches bien, bah, on va y aller. Alors que ça vaut 3 millions, alors que ça vaut 4 millions, ou des fois, ça vaut 1 million. C'est des choses que j'ai vues. Et c'est juste incroyable. Donc, quand vous allez chercher des startups qui font croissant, et ben dites-vous, la startup qui est en face de vous, est-ce qu'à l'entrée, la valeur, est-ce qu'on va pouvoir la multiplier par 100 plus tard? Et si vous voulez faire un x100, il va falloir être capable de rester sur la série A ici. Donc la phase seed et pré-seed, c'est les phases de démarrage de l'entrepreneur. La phase seed, c'est la phase où l'entrepreneur, il a testé, ça marche, et maintenant il veut accélérer. Ok? La phase série A, c'est continuer d'accélérer encore plus vite. Et là, généralement, ici, c'est les particuliers sur les 2 premières phases seed et pré-seed, et à partir de la série A, c'est les fonds d'investissement qui rentrent. Et les fonds d'investissement sont assez durs en termes de négociation. Et quand ils rentrent, les petits investisseurs,
ils essaient de les sortir, généralement sur la série A. Si vous sortez sur la série A, vous allez chercher du x10. C'est pas là où on va chercher du x100. Le x100, on va le chercher à partir de la série B ou de la série C. Alors comment, en tant que petit porteur, quelqu'un qui a mis 10 000, 5 000 ou 1 000 euros dans une boîte, comment on peut rester là, ici, et sortir les muscles pour rester sur la série B ou C, où là on va sortir? À votre avis, je vous pose la question. Comment ici on peut sortir les muscles et rester sur la série A? Parce qu'on est plus nombreux. Ouais. Et comment on est plus nombreux? On a plus de pas. Il faut avoir plus de 100%. Alors il faut, pour sortir les muscles ici, être capable d'intégrer un véhicule d'investissement. Et c'est ce qu'on fait avec Sila Invest, c'est que vous ne rentrez pas en direct dans la boîte. Vous rentrez via un véhicule d'investissement, un SPV, c'est quelque chose qui est monnaie courante au milieu de l'investissement. Un SPV, c'est un véhicule d'investissement, ça s'appelle vraiment comme ça, un véhicule d'investissement, où on vous met dans le véhicule, donc quelqu'un qui a 1000, 5000, 10 000, on agrège tout ça et ça fait 250 000, ou ça fait 300 000, ou ça fait 800 000, ou ça fait 1 million. Et du coup, en fait, le fonds d'investissement en face de vous, quand il arrive là, il ne voit pas Mohamed qui a mis 5 000, Brahim, Samira qui ont mis 5 000 ou 10 000, ou Kevin qui a mis 1 000. Non, il ne voit pas ça. Lui, il voit 800 000 euros. Il se dit, ah, 800 000 euros, c'est du sérieux. Et là, tu peux sortir les muscles. Et c'est pour ça que nous, on structure des véhicules d'investissement. Pourquoi je vous dis ça, c'est important? Parce qu'il y a des personnes qui, ici, nous disent dans soi, moi je ne veux pas passer par un véhicule, moi je veux investir en direct, etc. Honnêtement, j'ai analysé, ça fait 3 ans que je fais ça, ma conclusion, elle est arrivée que c'est juste une question d'ego, le fait de vouloir entrer en direct. Parce qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas d'éléments supplémentaires, il y a même au contraire, ces personnes-là, et ça c'était au début de Sila Invest et aujourd'hui on ne le fait plus, on a accepté au début de permettre à des gens de rentrer en direct. Par exemple, notamment sur le cas de Naali, c'est un très bon exemple. Des gens qui voulaient mettre 20 000 euros, qui sont rentrés en direct dans Naali et qui ne sont pas passés par le gros véhicule que nous on a mis en place à partir de 5 000 sur Naali. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont passés sur Qui veut être mon associé, donc sur M6, je ne sais pas si vous avez vu l'épisode, c'était juste incroyable. Ils ont levé 600 000 alors qu'ils venaient chercher 200 000. Ils ont fait 800 000 euros de chiffre d'affaires en 2 heures. Et ben, les trois gros actionnaires sont rentrés et ils ont imposé des conditions selon lesquelles les petits investisseurs ne pouvaient pas prendre part à certaines décisions. Et en fait, eux, qui au départ, 20 000 euros, c'était beaucoup parce qu'ils sont rentrés en direct et c'était super bien, et bien face à des gens qui avaient mis 200 000 ou des enveloppes globales, etc., et bien en fait, 20 000 euros, c'était rien. Et du coup, en fait, ils n'avaient aucun poids et aucun pouvoir et ils ne pouvaient rien dire. Et je peux vous assurer qu'ils étaient dégoûtés. Alors que nous, c'était un SPV, on représentait beaucoup plus, etc. D'où la force de rentrer tous ensemble dans un véhicule d'investissement. Et honnêtement, entre rentrer en direct et via SPV, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Honnêtement, il n'y a aucune différence. Plus simple administrativement pour les. Ah, c'est beaucoup plus simple administrativement pour les entrepreneurs de gérer ça. Et puis derrière, quand nous on est des professionnels, c'est notre métier au quotidien. Donc quand vous êtes dans un SPV, on est là pour défendre vos intérêts. On fait le métier à votre place. Alors que quand vous êtes en direct, là vous êtes en direct, débrouillez-vous. Et du coup, nous on fait le métier, on va négocier avec les fonds d'investissement, on va batailler. Et je vous assure, moi j'ai fait des grands euros, à chaque fois j'appelle ça comme ça, les fonds d'investissement, ils me convoquent. Je suis convoqué. Et du coup, tu dois pitcher devant eux pour montrer si tu es crédible ou pas. Parce que eux, ils veulent te décrédibiliser pour te sauter petit à petit. Quand je dis te sauter petit à petit, c'est, ça commence par, tiens, il faudrait peut-être l'enlever du conseil d'administration, ou du board, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre la place eux. Et ils veulent imposer leurs décisions. Si moi, je représente 20 000 euros, je n'ai rien à dire. Si je représente 1 500 000, là, c'est comment? Et moi, je vais au combat pour. Et du coup, c'est hyper important. La donnée principale, c'est cette notion de valorisation. Si la valeur à l'entrée n'est pas bonne, la valeur à la sortie ne sera pas bonne non plus. Donc, soyez exigeants sur les valeurs à l'entrée. Oui. Les chiffres, je n'ai pas vu les chiffres indiqués. C'est valorisation avant le VSE, par exemple, genre 5 millions, c'est même pas de MVP, ça me paraît beaucoup, non?
La valeur pré-monnaie 1 à 5 millions. Là, il y a MVP. Il le développe, mais il y est quand même. Après, généralement, ici, là, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le projet, bien évidemment. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est l'entrepreneur que tu as en face de toi. C'est-à-dire que l'entrepreneur, s'il n'a jamais fait quelque chose et que c'est sa première boîte, tu vas être sur des valeurs entre 1 et 2 ou 3. Mais si par contre l'entrepreneur il est déjà avec un background déjà intéressant, il a déjà monté une boîte, il a déjà fait un exit, et que son MVP il est solide et qu'il a déjà une certaine clientèle, tu vas plus aller sur des valeurs à 5 millions. Généralement, c'est comme ça que je me positionne. Et je regarde beaucoup aussi, on a une boîte chez qui on a investi, on est rentré sur une valeur à 25 millions. Généralement, moi, je fais du seed pré-seed sur des valeurs entre 1 et 10 millions max. Et de temps en temps, là, on fait de la série A, on en fait aussi un petit peu. Et la boîte chez qui on a investi 25 millions, c'était un entrepreneur, il a fait 3 exits, il avait revendu 3 startups. Et du coup, là, je me dis, lui, il est crédible. Et en fait, on valorise aussi l'entrepreneur qu'il est. Alors, il y a un deuxième point qui est très important, bien évidemment, c'est le projet. Et le projet, qu'est-ce qu'on doit regarder? La première chose qu'on doit regarder, c'est est-ce que l'étude de marché a-t-elle permis de valider une forte demande autour du produit ou service? Et je vous pose la question, à votre avis, quel est l'élément qui nous permet de dire oui, l'étude de marché a permis de valider une demande autour du produit ou service? Quel est l'élément qui nous permet de dire oui, à votre avis? Le nombre d'utilisateurs. Ouais, si on va un peu plus loin. Chiffre d'affaires. Ouais, j'ai entendu quelque chose. La clientèle. Alors, franchement, d'habitude, je pose cette question, à chaque fois, on a toujours du mal à me répondre. Mais en fait, quand on parle d'études de marché, tout entrepreneur est capable de me faire des slides magnifiques pour me dire le marché, il y a un marché, etc. Ça m'intéresse. La réalité d'un marché existant, c'est combien tu as vendu. Je fais des téléphones, est-ce que tu as proposé de vendre un téléphone? Mais beaucoup vont me dire, ouais, mais justement, j'ai pas d'argent pour finir le produit, etc. Bah, débrouille-toi pour vendre. Et le débrouille-toi pour vendre, qu'est-ce que c'est? Les campagnes de crowdfunding, les campagnes de précommande. Est-ce que vous connaissez tous les campagnes de précommande? La capacité à vendre quelque chose qui n'existe pas. Et on a une boîte qui est Atmosgear, les rollers électriques. Est-ce que vous connaissez Atmosgear, les rollers électriques? C'est un entrepreneur, à 24 ans, il avait besoin de 200 000 € pour lancer la première série de production de ses rollers électriques. Il avait tout, les fournisseurs, il avait les designs, il avait les plans, il avait le brevet du moteur, etc. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il n'avait pas les 200 000 € pour lancer la première série de production. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une campagne de crowdfunding de précommande. Campagne de crowdfunding, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1, j'ai pas l'argent. 2, j'ai pas de produit. 3, c'est toi tu vas me donner l'argent pour produire et je vais te le livrer dans 1 an et peut-être qu'il y a même un risque que je ne te le produis pas. Je viens de vous donner tous les arguments pour ne pas acheter le produit. Et bien lui, il a vendu 400 paires comme ça, il a généré 200 000 €, il a pu faire sa première série de production. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la demande autour du produit. Les gens ont payé alors que le produit n'existait pas, qu'ils allaient être livrés dans 1 an. Et que le fondateur n'avait pas l'argent. Et du coup, généralement, ce qu'on fait quand on parle de crowdfunding, c'est que le produit vaut 700 €, bah, je te vends 500 € parce que tu es prêt à l'acheter en précommande, etc. Il a vendu 400 paires comme ça, il fait 200 000 € et il lance sa série de production. Deuxième élément qui est important à regarder, c'est le product market fit. Est-ce que le product market fit est atteint? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'alignement entre le produit et le marché. Est-ce que j'ai trouvé le bon canal de communication entre le produit et ma cible? Et une fois qu'on a trouvé ce canal de communication, on peut aller chercher la scalabilité parce que plus on va mettre de l'argent dans la communication et plus on va gagner d'argent. C'est tout ce qui est publicité, ads, etc. Je vous en parle juste après. Deuxième élément important, bien évidemment, ce que je disais en introduction, ce qui moi va m'intéresser, c'est est-ce que le projet il a une vraie valeur sur le marché. Une boîte qui fait x100, c'est pas une boîte qui crée un énième concurrent sur un marché existant. Une boîte qui fait x100, c'est quelqu'un qui crée quelque chose qui n'existait pas, ou une manière de faire qui n'existait pas. Et enfin, dernier point sur le projet,
c'est est-ce que le projet il évolue dans un contexte de rachat potentiel? Si vous voulez faire croissant, est-ce que la boîte dans laquelle vous investissez, elle est capable d'être revendue? Tout simplement. Et généralement, ce qui est hyper intéressant dans le milieu des startups, c'est que presque toutes les boîtes du portefeuille de Seal Invest ont déjà reçu une proposition de rachat. Et généralement, ces startups-là reçoivent des propositions de rachat dès le début de l'activité. Des propositions à 5 millions, 4 millions, 3 millions. Pourquoi? Parce que c'est des grands groupes ou des fonds qui vont tout de suite identifier que cette startup-là a un potentiel énorme. Et que tout de suite, il faut l'acheter tout de suite, sinon après, ça sera trop tard. Ou ça sera trop cher. Et ils en profitent. Ils viennent, ils font des offres à 5 millions, 4 millions, 3 millions. Et si l'entrepreneur acceptait, il serait déjà millionnaire. Parce que l'entrepreneur, il a 70% de sa boîte, il revend à 5 millions, il est millionnaire. Mais ils ont tous refusé systématiquement. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous convaincus qu'ils sont capables de revendre à 60 millions, à 200 millions, à 500 millions. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de nous prouver sur ce qui se réalise aujourd'hui au quotidien. Troisième critère très important, c'est cette notion de scalabilité. J'en parlais juste avant. Quand on investit dans une startup, on va aller chercher une croissance exponentielle et pas une croissance linéaire. Les business traditionnels vont faire des croissances linéaires. Là, on est dans un restaurant. Peut-être année 1, il va faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Année 2, il va faire peut-être 300 000. Et après 400 000. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche en investissant dans les startups, c'est une croissance exponentielle. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec Nahali. 300 000 année 1, 5 millions année 2, 13 millions année 3. Et quand on reçoit des business plans startups, c'est ce qu'on voit. Il ne faut pas prendre un entrepreneur un fou. Il faut lui dire, ouais, c'est quoi ça? Tu me présentes 200 000 et après 5 millions la deuxième année. C'est ce qu'on recherche. Alors la plupart n'atteignent pas leurs objectifs, mais certains l'atteignent. Et Nahali ont même surpassé. On a MustPay, les banques en ligne éthiques qui vous permettent d'avoir une meilleure gestion de votre argent. L'argent n'est pas utilisé sur les marchés financiers ni pour vendre des produits non éthiques. Et ben, MustPay, première année 200 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième année 1,4 million. Et en l'espace de 2-3 ans, de 0 à presque bientôt 10 000 clients. C'est cette croissance exponentielle. Et comment cette croissance exponentielle on va chercher? C'est justement avec ce product market fit. Déjà, l'entrepreneur il doit être capable de connaître précisément combien coûte l'acquisition d'un client. Les meilleurs entrepreneurs avec qui vous allez parler, quand ils vont vous dire, quand tu vas lui poser la question de combien te coûte l'acquisition d'un client, il va te répondre 3,14 €. C'est comme un restaurateur qui est capable de dire la feuille de salade dans mon burger, elle vaut 7 centimes. C'est être capable de maîtriser le prix d'acquisition client. Parce que plus on maîtrise son coût d'acquisition client, plus on est capable de savoir le budget qu'on va mettre pour générer un multiple intéressant. Et quand on trouve son product market fit, donc l'alignement entre le produit et le marché, ça veut dire qu'à partir du moment où on va mettre 100 € dans la publicité pour l'acquisition client, et ben ces 100 € ils doivent nous rapporter 1 000 €. Et ensuite, on va s'améliorer. 100 € vont rapporter 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €. Ce qu'on appelle la croissance exponentielle qu'on va aller rechercher. Et si on veut une boîte qui fait croissant, il faut aller chercher une boîte qui est capable de faire cette croissance exponentielle plutôt qu'une croissance linéaire. Et enfin, le dernier point qui est important, et d'ailleurs j'ai dit 1, 2, 3, 4, mais c'est pas dans l'ordre. C'est pas du plus important au moins important, ils sont tous tout aussi importants. Le dernier point, c'est l'entrepreneur. Aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 entrepreneurs avec exactement le même projet et les mêmes moyens qui vont arriver à 2 résultats complètement différents. L'un peut envoyer la boîte dans le mur et l'autre peut l'amener à une multiple qui va faire 300 fois mieux. Donc ça va être hyper important d'investir dans un entrepreneur qui est bon en termes d'exécution, qui sait vendre, qui sait s'entourer et qui sait mettre en place des process et lever des fonds. Voilà.